bonjour à tous. Merci d'être connectés à nous pour cette présentation de l'enquête de prévalence. On l'a prévu avec sur la base du diaporama de Santé publique France, qu'on va vous présenter, pour lequel on pourra avoir des échanges, puisque la méthodologie prévoit que chaque région fasse une présentation de cette méthode nationale et discute avec vous pour que vous puissiez après la relayer vers vos enquêteurs. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a une rubrique questions au fur et à mesure et on pourra les regarder, les décortiquer. On essaiera au fur et à mesure, quand il y en aura un certain nombre, en fonction des sections de la présentation, d'en prendre quelques-unes et d'y répondre. Et vous avez aussi, on a mis aussi les diaporamas qui sont téléchargeables. Donc, vous avez une rubrique où vous pouvez télécharger les documents, donc qui va vous permettre d'avoir à la fois les présentations et puis des documents complémentaires qu'on évoquera. Donc, je vais essayer de partager mon écran. J'espère que vous avez la vue du diaporama. Donc, cette enquête de prévalence n'est pas évidemment la première du genre. Elle fait suite à une série d'enquêtes nationales déjà mises en place. Donc, voilà le plan rapide qu'on va dérouler entre nous. Donc, on va voir d'abord la méthode et les nouveautés, puis on pourra échanger un petit peu autour de ces éléments si vous le souhaitez après ces deux premières sections. Donc, les enquêtes de prévalence sont nationales, sont en place depuis 1996 à un rythme quinquennal. Entre 2006 et 2012, on avait traîné un peu une année. Donc là, on est 5 ans après la précédente. Donc, c'était une enquête qui était sur la base du volontariat avec tout le monde inclus jusqu'en 2017, où pour la première fois, il y a eu un échantillon national représentatif. On y reviendra. Et donc, évidemment, on voit l'évolution des tendances nationales. On sait qu'entre 96 et 2006, on a réussi à baisser de 30% et que depuis, on est sur une sorte d'étale, si on peut dire, où s'équilibrent les progrès faits, l'évolution des patients, les difficultés rencontrées par les établissements, etc., etc. Donc, c'est un pilotage Santé publique France, ça rentre dans le cadre de ce qui était le PROPIAS et qui est remplacé, vous le savez maintenant, par la nouvelle stratégie nationale 2022-2025. Si vous n'avez pas eu le temps encore de la découvrir, vous avez le temps de le faire, et donc inclut ces approches, et qu'on est aussi dans une enquête européenne, celle de l'ECDC, qui s'étale sur 2 ans, et donc nous, on la fera cette année en 2022. Donc, les objectifs de la prévalence dans la région, on les connaît bien, puisqu'on fait une enquête annuelle, et je remercie ceux qui sont des fidèles de cette enquête pour leur participation, parce que c'est important pour nous d'avoir ce monitorage et ces éléments de tendance et d'évolution qui sont quand même assez fiables, même déjà à l'échelon régional. Donc, on va à nouveau décrire cette tendance au niveau national, puisque là, c'est tous les 5 ans, voir ce qui a été fait et ce que le programme national précédent a permis d'accomplir aussi et ce qu'il nous reste à faire. Donc, à la fois, c'est l'occasion d'avoir des données, puis de sensibiliser un peu vos institutions, les équipes à la réalité du risque infectieux aujourd'hui. Donc, on aura des indicateurs classiques que vous connaissez assez bien, hein, la prévalence de patients infectés, de patients traités par anti-infectieux, la prévalence d'infections nosocomiales, de différents traitements. Et donc, ces indicateurs-là seront disponibles évidemment et analysés au niveau national et disponibles dans l'analyse locale. Donc, taux de prévalence, on sait que c'est une surestimation du risque global ou de l'incidence, puisque en général, les infectés restent un peu plus longtemps et qu'il y a des paramètres qui font évoluer ce risque. Donc, classique, c'est un jour donné, le recueil national est standardisé. Donc là, on est sur l'enquête nationale. Donc, contrairement à la régionale, il y a vraiment une fiche patient à saisir. C'est un peu plus complexe, mais bon, c'est la nécessité de l'enquête nationale. Et voilà, vous allez avoir vos datas et la capacité à vous comparer au niveau national et la capacité à nous aider à positionner la France au niveau international. C'est important pour nos décideurs de se dire, tiens, où on est le risque infectieux en France. En plus, il y a
modélisation européenne associée sur le nombre de cas dans chaque année dans chaque pays. Donc ça permet de prendre la mesure des choses, hein. En 2017, on était à peu près 300 000 cas par an en France et en court séjour, hein, et 3 millions en Europe, donc ça permet de prendre l'ampleur de la problématique. Donc, l'interprétation, on l'a évoqué, on peut peut-être surestimer le taux, mais bon, comme vous avez l'habitude de le faire, vous voyez l'évolution, la situation où vous en êtes, la comparaison aux établissements similaires aux vôtres. Donc, il y a toujours quand même des éléments utiles à tirer de cette approche prévalence que nous, on défend évidemment largement depuis longtemps. Si on n'a qu'une chose à faire, c'est déjà pas mal de pouvoir faire ça et c'est déjà un gros travail. Donc, qu'est-ce qui est nouveau cette année dans le NP 2022? Donc, on a toujours un échantillon. Donc, Santé publique France a tiré au sort 670 établissements, un peu plus large qu'en 2017, pour avoir un panel représentatif. Et si certains ne participaient pas, ce qu'on ne souhaite pas, il sera quand même robuste. Donc, cet échantillon a été tiré, a été corrigé au niveau des CEPIAS, et on vous a fait l'information à chacun qui est des établissements tirés au sort. Donc, vous l'avez reçu, on a fait une relance de ceux qui n'ont pas ouvert leur mail, on fera une deuxième relance de ceux qui n'ont pas ouvert les 2 premiers mails, mais enfin, la plupart, normalement, doivent être au courant. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez nous interroger sur cet élément-là via notre secrétariat, Muriel Péfaux, qui est la référente nationale pour l'enquête au niveau de notre CEPIAS. Donc, par contre, Santé publique France a décidé, et c'est plutôt une bonne chose, d'intégrer tous les gens qui veulent participer. Donc, chacun peut participer, pourra s'inscrire, pourra saisir ses données en ligne, même si vous n'êtes pas dans l'échantillon national tiré au sort. Et il y aura une analyse plus large et il y aura des comparaisons en fait entre ceux qui sont tirés au sort et ceux qui ne le sont pas pour voir si ça génère des différences en termes de résultats et si peut-être dans le futur on peut se passer d'un échantillonnage et qu'on sera assez robuste avec une participation sur la base du volontariat. Donc on reviendra sur les critères d'admission, mais en gros, c'est comme c'est de l'hospitalisation qui n'est pas de l'hospitalisation de jour, on va prendre des patients qui étaient là la veille parce qu'en général, on rentre rarement avant 8 heures le matin dans un service conventionnel. Donc voilà nos échantillons, notre sous-échantillon. L'échantillon européen est très petit, hein, ouais, c'est 6,61, c'est un dixième à peu près des établissements de l'échantillon national, puisque l'Europe a besoin de moins d'établissements et tous les pays participent. Donc en général, les données sont quand même à peu près comparables. Des fois, ça varie un petit peu s'il y a des CHU ou pas des CHU dans l'échantillon, puisque la typologie des établissements au niveau européen n'est pas la même dans chaque pays, mais ça reste robuste. Et de souvenirs, dans la dernière enquête européenne, la France était dans le milieu du peloton. Là. Au début, dans la première, on était plutôt les bons élèves, on était repassé dans le milieu, donc on verra où on sera dans la prochaine. Mais c'est important d'avoir aussi cette vision-là internationale. Donc, l'objectif, c'est évidemment d'avoir un recueil qui puisse nous permettre de comparer aux années précédentes, mais en enlevant aussi ce qui était un peu fastidieux, qui n'avait pas été forcément utilisé de façon pertinente. Donc, on a enlevé la méthodologie nationale a enlevé les demandes d'ETP, on demandait les ETP de tout le personnel infirmier AS et en plus spécifiquement en réanimation, donc ça y est plus. Et puis, un certain nombre de critères sur l'antibiothérapie ont été enlevés aussi. Bon, il y a eu des choses adaptées, évidemment les réseaux de surveillance ont changé avec les missions nationales, donc vous y retrouverez les nouveaux noms, c'est assez logique. On est encore en Covid, on espère en sortir bientôt, mais il y aura quelques questions sur la situation Covid, évidemment la possibilité de classer des Covid nosocomiaux. Et il y a une évolution de la nomenclature du CASFM sur l'évaluation de la résistance et la classification sensible, intermédiaire, résistant. Donc vous verrez, il y a des petites modifications autour de ça. Donc c'est pas des révolutions, mais c'est des petites adaptations à l'évolution et des normes actuelles et de la situation. Donc le Covid nosocomial, voilà, vous pourrez les différencier entre asymptomatiques ou faiblement symptomatiques et sévères, et puis ceux qui sont inconnus. Donc il y a une amélioration ou un affinement du concept des infections sur cathéter, on pourra le revoir avec un logigramme assez bien fait et qui intègre l'ensemble des dispositifs intravasculaires que l'on suit, voilà, que ce soit les pics, les MID ou les autres. Donc la sensibilité voilà, va évoluer puisque le CASFM a évolué donc en 2020. Alors c'est un peu compliqué. Tous les labos ne passent pas au même rythme, ça dépend aussi du fabricant d'automates, etc., s'il s'ajuste, mais ça va être une évolution plus ou moins lente, donc il
faudra vous baser sur ce que donne votre laboratoire, évidemment. Ça sera votre référence. Mais l'idée de cette évolution, c'est qu'en gros, le concept de souche intermédiaire qu'on assimilait à des souches résistantes repasse dans le camp du sensible. Donc c'est quand même une petite révolution, sous un label qui peut varier. Certains gardent du I, mais l'idée, c'est plutôt sensible à forte posologie. Donc ça veut dire que c'est sensible, mais qu'il faut peut-être adapter la posologie. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau qui se met en place. Il n'y a qu'une petite partie des établissements qui y sont passés, qui nécessite de faire comprendre la chose via les prescripteurs, via pas mal de personnes. Mais voilà, si vous avez évolué déjà, pour pas qu'il y ait de problème par rapport à ça, la classification vous demandera précisément de donner S, I ou R tel que c'est écrit dans vos productions de laboratoire. Donc c'est des petites évolutions que vous pourrez découvrir. On ne cherche pas la sensibilité sur tous les micro-organismes, vous le verrez aussi, c'est vraiment sur quelques cibles. Donc les midlines ont été ajoutés, c'est évident. Et puis bon, là, certains éléments sur les anti-infections ont été enlevés. Donc l'application de saisie qui s'appelle PrevIAS sera bientôt disponible. Elle ne l'est pas encore. Enfin, je suis pas allé voir. Je sais pas si Muriel a vérifié ce matin, mais je suis pas allé voir. Elle sera Alors, disponible. Ouais. normalement, elle sera disponible le 24 mai. Ah oui, donc ce matin, c'était pas la peine d'y aller. C'était beaucoup trop tôt. Donc voilà, le 24 mai, donc ça sera disponible. Donc avec un outil prêt à l'emploi qui évidemment vous facilitera la saisie et l'analyse des données. Donc voilà, avec différents profils utilisateurs, ceux des établissements avec un administrateur local sur lequel on reviendra. Donc en général, l'idée c'est de travailler sur les finesses géographiques et l'échantillon national a été tiré sur des finesses géographiques. On les a retravaillées pour remettre des périmètres, mais bon, si votre établissement a plusieurs finesses géographiques sous un même finesse juridique, il est possible de les regrouper. Alors, si vous êtes dans l'échantillon national, il faut informer SPF directement pour qu'ils adaptent les choses. Sinon, ça sera possible de le faire dans les fiches et dans la saisie. Donc, vous pourrez vous organiser comme vous voulez, mais l'entité de base qui a été conçue, c'est le géographique. Mais vous pouvez faire tout votre établissement si vous avez plusieurs entités géographiques. Donc, voilà, SPF le saura d'une manière ou d'une autre. Après, une autre particularité, c'est qu'on peut exclure certains services de l'enquête. Alors ça, à mon avis, assez peu d'intérêt et de pertinence, mais si pour une raison ou une autre vous êtes amené à exclure des services, il y a la possibilité de le mentionner dans l'enquête. Voilà, alors peut-être sur ces deux premiers éléments, je ne sais pas si Muriel, on a déjà reçu des questions, s'il y a des gens qui s'interrogent dès ce stade-là. J'ai Madame Valla qui a levé la main. Isabelle Valla. Alors, lever la main, on doit être capable de lui donner la main et de la faire parler, si on est bon, hein. Alors, est-ce qu'on va être bon? Ça, c'est encore. On va essayer de voir ça. On va essayer de chercher les mains. Hop, Madame Valla. Donc, si je. Ah non, j'ai supprimé son micro, au contraire. Ça, c'est pas bien du tout. Alors, on va rechercher. Hop. Alors, Madame Valla, j'ai ouvert votre micro si vous voulez parler, si vous avez Non, un non, micro. c'était une erreur parce que je ne vous entendais pas au départ, donc j'essayais de me manifester d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y avait pas de questions pour le moment. Merci. D'accord. Alors, nous, on réagit assez lentement, vous voyez. Donc, mais bon, au moins, on vous entend. Donc, si vous voulez parler, vous pouvez le faire. Ok. Donc, pas Après, de juste questions. pour répondre oralement, pour me contacter, c'est à mon adresse mail muriel.pfo@chu-bordeaux.fr si vous voulez savoir si vous êtes tiré au sort. Voilà, j'ai répondu par écrit, je le dis oralement. Voilà. Et pas d'autres questions. Impeccable. Donc, bah, écoutez, on va continuer sereinement, hein. Puis n'hésitez pas à poser au fur et à mesure. C'est Muriel qui suit les questions, mais elle saura interrompre pour lancer le débat quand il faudra. Donc, en termes de méthode et d'organisation, donc l'enquête, la période de recueil, c'est du 16 mai au 30 juin. Donc, c'est l'idée. Donc, c'est une enquête un jour donné, mais on sait bien que selon la taille de l'établissement, on ne peut pas toujours la réaliser en un seul jour. Donc, l'idée, c'est quand même de prendre tous les patients qui sont présents, infectés ou pas. Donc, on passe une seule fois dans un service et le même jour.
Bon, le mardi et le jeudi, c'est une suggestion, hein, c'est parce que c'est des jours de plus grande stabilité, si on peut dire, mais enfin, c'est pas non plus obligatoire. Et l'idée, par contre, c'est évidemment, si on a des services qui s'échangent très régulièrement les patients, de passer le même jour pour pas les avoir 2 fois dans l'enquête. Ça, c'est le principe. Donc après, il y a donc cette phase de recueil jusqu'au 30. Après, il y a la phase de saisie des données qui est prévue donc sur l'outil en ligne jusqu'au 30 septembre 2022. Donc, il y a du temps, mais ça arrivera assez vite aussi au décours de l'été. Et donc, normalement, tel qu'il est prévu aujourd'hui, même s'il y a déjà eu des protestations, mais enfin, la règle officielle sur laquelle il faut se baser, c'est que d'ici fin septembre, il faudra avoir saisi ces questionnaires patients et on devra avoir validé le questionnaire établissement parce qu'on doit valider chaque élément. On y reviendra aussi. Et donc, la clôture de l'enquête se fera en fin d'année où il faudra avoir validé l'ensemble de ces questionnaires et détruire les fiches papier. Ça doit être des règles CNIL qu'il faut le faire. Donc, recueil qui commence mi-mai jusqu'à fin juin, saisie jusqu'au 30 septembre et validation finale de toutes les fiches d'ici la fin d'année. Donc, c'est voilà, de l'hospitalisation complète. Hein, donc, on a inclus tous les établissements donc, de santé, pas la partie HAD. Donc, on est sur court, moyen, long séjour. Les secteurs EHPAD ne sont pas pris en compte, donc pas plus que tout ce qui est activité de jour ou de nuit en psychiatrie. Et donc, on va prendre les patients qui sont présents en hospice complète, rentrés avant 8 heures, donc étaient probablement là la veille. Et donc, on ne prendra pas tous ceux qui sont sortis le jour même, etc., etc., ou ceux qui sont partis ailleurs. Il y a un petit graphique qui est bien fait sur ça. Je ne sais pas s'il est là, voilà, il est là direct. Donc, en gros, on inclut les patients qui étaient là avant 8 heures, donc probablement présents la veille. S'ils sont rentrés après 8 heures, ils sont exclus. S'ils sont plus là, ils sont exclus. S'ils ont été transférés ailleurs, ils sont exclus, etc. S'ils ont fait un petit crochet, je ne sais pas exactement c'est le crochet, ils sont partis, ils sont revenus dans la journée, vous avez le droit de les reprendre. Donc, tous les établissements peuvent participer. C'est la base de données de l'annuaire des CEPIAS qui a été pris en compte pour affiner les structures ciblées. Donc, on l'a vu, on peut prendre toute partie de l'établissement en fonction des finesses. On vous conseille de prendre tous les services et il faut recueillir les données, les saisir et valider les questionnaires si vous voulez que vos résultats soient pris en compte dans l'analyse nationale de SPF. Donc ça, c'est ce qui a été évalué par le groupe de travail. À peu près, c'est toujours un peu subjectif, mais vous voyez, c'est 16 minutes de collecte par questionnaire, 5 minutes de saisie. Et ce qui a été estimé pour, sans exploiter trop l'enquêteur, c'est qu'il puisse faire 24 patients en une demi-journée. Donc, ça dépend de la taille de vos unités, mais enfin, vous pouvez vous donner une vision, mais enfin, je pense que la plupart, vous avez l'expérience de ces enquêtes et votre propre timing. Donc, il y a pas mal de documents qui sont disponibles. On a certains qu'on a mis en téléchargement dans ce webinaire. Vous avez la plupart des questionnaires d'enquête, et même tous, et du guide qui sont présents sur le site du CEPIAS. Si vous allez à la rubrique prévalence, enfin, la grosse rubrique surveillance, dedans vous prenez prévalence, vous allez trouver tous ces éléments-là qui sont déjà disponibles à téléchargement. Sinon, sur le site de Santé publique France, vous les avez aussi. Donc, pour l'application nationale, vous aurez aussi un guide, un tutoriel vidéo. Ils ne sont pas encore présents, mais ils vont arriver sous peu avant la mise en ligne au cours de ce mois, donc avant la mise en ligne à la fin du mois de l'outil. Donc, normalement, vous avez déjà tous les docs disponibles pour préparer votre enquête et former vos enquêteurs. Donc, en termes d'organisation, c'est assez classique. Un coordonnateur local. Alors, la pensée nationale dit le président de CME, je ne sais pas combien trouvons de président de CME pour faire ça, mais bon, je pense que ça va être raisonnablement un membre de l'EOH qui va coordonner l'enquête. Et après, vous trouvez votre équipe d'enquêteurs plus ou moins étoffée selon les capacités qu'il y a dans votre structure et les habitudes. Ça peut être que l'OH, ça peut être étendu. Certains ont des correspondants qui vont faire aussi l'enquêteur externe. Et puis après, il faut se baser pour se faciliter la vie sur les correspondants. Donc, les correspondants infirmiers qui sont correspondants
dans notre discipline, ça c'est classique et c'est usuel, on va en trouver. Correspondant médical, ça va être s'assurer qu'il y a un médecin dans le service qui est prêt à répondre à quelques questions, à la validation ou au partage de réflexions sur l'infection et sa nature active. Donc le coordonnateur a plein de choses à faire si vous voulez faire ça. Disons qu'il va y avoir un aspect évidemment de voir que le cadre réglementaire est bien pris en compte, les fameuses informations des patients, puisqu'il y a une fiche d'information comme classiquement, coordonner l'accès, enfin bon, c'est des choses qui sont classiques et nous, plus naturellement, on échangera avec le coordonnateur local si vous avez des questions ou des choses à faire remonter vers nous ou vers SPF. Ça sera avec plaisir que Muriel et moi, on essaiera de répondre à vos questions et au moins d'échanger sur les parties des fois de classement des infections qui vous paraissent délicates et on pourra en échanger. Normalement, les définitions sont claires, mais il y a toujours des cas d'espèces compliquées. Mais bon, avec l'expérience, normalement, chaque année, on a très peu de questions qui viennent, mais elles sont les bienvenues, évidemment. Donc, ce rôle de l'enquêteur, c'est évidemment la structuration. C'est vrai, identifier ses correspondants et qu'ils soient disponibles le jour de l'enquête, c'est évidemment un peu capital. Donc après, vous avez comme loisir de suivre vos habitudes. Là, ce sont des repères pour ceux qui souhaitent les suivre et qui auraient moins l'habitude. Mais bon, c'est évidemment variable selon les organisations, mais il faut penser que voilà, la partie information du patient a aussi une importance. Alors après, il y a des dimensions différentes, il y a des affichages, il y a des choses. C'est rarement une information individuelle, mais bon, ça fait partie des règles de l'enquête aussi et qui sont soumis dans le dossier CNIL de sa validation. Donc voilà, la validation des infections nosocomiales, c'est important. Avec le correspondant médical, si ça peut se faire le jour même, c'est mieux que d'aller les rechercher après. Parfois, il peut y avoir des données manquantes, mais enfin, en général, on essaie de gérer ça ou des résultats en attente. Donc, le correspondant infirmier, bon, lui aura plus de facilité à expliquer le principe de l'enquête de proximité. Et c'est vrai que s'il peut pré-remplir, c'est encore mieux. Sinon, ça se fera avec lui le jour J. Et puis surtout être là, évidemment, pour faciliter voilà, l'accès aux données et puis les informations nécessaires sur les dispositifs invasifs. Ça gagne du temps quand même si quelqu'un vous oriente plus simplement. Que vous n'ayez pas à soulever tous les draps pour chercher tous les dispositifs invasifs. Puis surtout, il y a quelques dates à trouver. Donc les scores de gravité des patients n'ont pas changé. Hein. C'est le score McKeb avec ces 3 niveaux par rapport au pronostic vital engagé à 1 an, à 5 ans, à 1 an, à 5 ans ou pas du tout. L'immunodépression, la notion de chirurgie rattachée au service, des choses sur les traitements infectieux et l'infection bien sûr. Donc le CEPIAS, voilà, sa mission aussi. Donc nous, c'était identifier notre référent interne, d'informer les établissements tirés au sort ce qu'on a fait, d'organiser la formation, ce qu'on fait aujourd'hui, d'essayer d'inciter ceux qui ont été tirés au sort et les autres aussi à participer parce que c'est un projet national important et intéressant. Puis bon, une assistance et SPF, lui, à la partie de valorisation nationale et de coordination nationale de ce projet. Donc les correspondants locaux, donc dans notre région, c'est Muriel qui est la chef de la prévalence. Donc vous avez même son mail qui apparaît directement. J'ai une question d'ailleurs de Madame Valla qui veut savoir si dans les caractéristiques des établissements, le nombre de lits ou de places à compléter doit indiquer la totalité des lits, à savoir en vue plus hospitalisation complète, ou que les lits en hospitalisation complète. Eh bien, je pense qu'on va avoir que ce qui est ciblé par. Oui. On reverra parce qu'il y a après il y a le détail par discipline. Complète. Mais je pense que c'est ciblé que par rapport à la cible qui est proposée. Hein. Donc, mais dans la fiche établissement et service, vous allez voir les éléments. C'est dans la fiche établissement qu'on aura cette répartition. Mais logiquement, c'est l'adapter à la demande et à la cible. On a d'autres questions, Muriel? Non, c'était la seule. Bon, alors on continue. Hein. Donc, si on a des questions sur le protocole, la mise en œuvre, bon, ça, éventuellement, s'il y en a qui a à remonter, on pourra les faire remonter, mais il y a des possibilités d'avoir SPF. Posez-nous des questions, on fera l'interface, ce sera plus simple pour vous.
l'application donc va arriver et voilà, il y a un certain nombre d'informations présentes, mais on a parlé déjà des documents. Donc la saisie et la validation, ça sera important, hein. Donc vous l'avez vu, c'est en plusieurs étapes. Donc il y a le questionnaire établissement qu'on va voir, puis le questionnaire patient. Donc il faut les valider. La machine n'est pas sympa. S'il manque des trucs qu'elle juge importants, elle vous dira que c'est pas complet. Elle a aussi un système de contrôle, donc elle pourra vérifier certaines incohérences et vous dire là, c'est pas cohérent, vérifiez s'il vous plaît avant la validation. Et donc, une fois cela fait, vous pourrez valider soit une fiche, soit une sélection de fiches. Une fois que vous avez validé, c'est définitif. Donc, vous ne pouvez plus y avoir accès, sauf à demander un déblocage, ce qui est déjà fastidieux. Donc, SPF pourra vous débloquer, mais bon, le mieux, c'est quand on a validé, de se dire que c'est fini. Mais pensez à valider parce que sinon, ce ne sera pas pris en compte, ce qui n'est pas validé. Donc après, vous pourrez exporter vos données en PDF, en format de type Excel. Et on peut supprimer aussi des données de la même manière. C'est le questionnaire, tous les questionnaires. J'imagine qu'il y a quelques sécurités pour pas avoir quelques drames. Enfin bon, normalement, ça doit être plus rare, mais ça peut arriver. On peut le faire. Donc SPF va envoyer un emailing normalement à tout le monde sur la base des gens qu'on a enregistrés. Alors Muriel, je ne sais pas si vous avez plus de précision. Ce sera tous les gens de l'annuaire de l'établissement qu'on a ou on a ciblé sur quelqu'un? Il y a un correspondant unique. Je ne sais pas si vous avez cette idée-là. Nous, on avait 2 personnes, mais Santé Publique France, je crois qu'ils ont 5 personnes Par établissement. par établissement. Ils avaient récupéré 5 personnes. Mais D'accord. après, je n'en sais pas plus. Donc l'envoi sera un peu hétérogène. Ouais. Ça va arriver à plusieurs personnes, voilà, donc dans l'établissement. Donc il faudra vous concerter mais normalement, il y en a au moins qui devraient avoir l'info sur le fait de pouvoir accéder à l'outil et puis de générer donc les accès et de pouvoir saisir votre établissement si vous le souhaitez. Donc vous aurez le lien de première connexion. Et puis il y a toujours la possibilité quand même, il y a un beau logigramme, je ne sais pas si je le comprends intégralement, mais j'imagine que si je suis là, c'est que j'ai rien reçu, je suis pas très content et je vais essayer quand même de m'inscrire. Ça vous paraît ça, Muriel? Oui, on peut toujours s'inscrire. Même si on n'a rien reçu, on peut toujours s'inscrire directement dans l'application. Voilà. Donc vous faites un petit tour de l'OH des amis proches de la famille si personne n'a rien reçu et vous pourrez aller vous générer une inscription sur le site. Donc après réinitialiser des mots de passe, etc. Donc des choses classiques d'une application. Donc vous avez voilà, la machine va générer une identité pour le patient avec un questionnaire patient. Donc on vous suggère de s'occuper le numéro du questionnaire patient, de le reporter sur les fiches papier. Ça sera plus simple à gérer pour vous au fur et à mesure. Donc voilà, il faudra anonymiser les fiches évidemment à un moment donné de la manière que vous souhaitez, hein. Mais évidemment, ne concerne pas les données nominatives des patients, en fait directement nominatives. On a des indirectement. Donc, saisit rien de nominatif. Comme toujours, SPF a fait sa déclaration à la CNIL et elle couvre l'ensemble des participants dans le respect des quelques règles édictées jusque-là. Donc, il y a des rapports automatisés, heureusement, donc pour l'ensemble de votre structure. Donc, ça sera beau, ça sera sympa. Vous pouvez y accéder en ligne sur l'application et il y aura voilà, un rapport national et une synthèse des chiffres principaux régionaux qui seront faits. Alors, ça prend toujours, là, par contre, un peu de temps. On dit courant 2023, c'est plutôt la fin que le début. Donc, vous voyez à peu près ce que vous avez dans le rapport automatisé, les caractéristiques de vos patients, l'exposition aux dispositifs invasifs, la description des infections nosocomiales dans leurs différentes dimensions, la description des micro-organismes isolés d'infection, la description des traitements anti-infectieux. Donc, on est certain que ça sera beau et magnifique. On ne l'a pas vu encore. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu en tout cas, puisque l'appli n'est pas disponible. Je ne sais pas si Muriel, vous avez vu des préfabrications, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bien et adapté à votre usage. Enfin, ce sera complet. Toutes ces dimensions écrites seront prises en compte dans votre rapport. De toute façon, vous pourriez exporter les données et faire plus si vous le souhaitiez.
Est-ce qu'on a d'autres questions à ce stade? Oui, j'ai une Ouais. question de Madame Valla qui nous dit, il me semble que nous ayons que le score ASA, pas le MACAB. Comment faire? Bah, le MACCAB n'est pas un score forcément recueilli en routine, hein, puisque c'est un score d'appréciation du pronostic vital, hein. Donc, vous pouvez vous le lire et vous faire une classification un peu rapide, hein, parce que le pronostic vital engagé dans l'année, c'est quand même des gens qui ont des pathologies, soit néoplasiques avec espérance de vie très courte. Enfin, c'est pas une grille complètement standardisée, c'est vraiment espérance de vie de moins d'un an, ce qui est de toute façon, il n'y a pas de grille standardisée puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver au patient, mais c'est l'idée, espérance de vie de moins d'un an, espérance de vie, enfin engagée d'ici moins d'un an, engagée d'ici moins de 5 ans, ou pas de problème d'espérance de vie. En gros, si on différencie globalement les patients classiques, les patients graves et les patients très graves, quoi. Mais vous n'avez pas une liste exhaustive des critères qui définissent le MACCAB, puisque le pronostic vital engagé, c'est quelque chose qui a une part de subjectivité parmi les connaissances scientifiques. Donc voilà, bon, les mémoires, quand je l'utilisais, on avait une vision comme ça selon la pathologie et on peut en discuter avec l'équipe, mais c'est pas quelque chose de totalement standardisé, quoi. Et là, ça va être totalement différent du score ASA puisque c'est pas la même chose. Alors vous avez des critères de gravité dans le score ASA du patient, mais pas par rapport au pronostic vital engagé. Donc voilà, c'est quand même par rapport aux pathologies dont on sait que le patient a une bonne probabilité d'en mourir très vite ou à moyen terme. Voilà. On a d'autres questions, Muriel? Non, c'était tout. Bon, bah écoutez, on va passer à la partie définition des infections nosocomiales. Donc bon, là, il n'y a pas de révolution. C'est du classique. Vous allez retrouver donc forcément là cette notion de 48 heures qui est dans le protocole CDC, qui peut se débattre selon les cas, hein, mais bon, c'est l'élément d'orientation un peu plus ferme, si je puis dire. Le post-op, c'est classique. L'implant la prothèse, c'est les 90 jours. Donc là, c'est la spécificité ECDC. Donc, oui, on est surtout pour ceux qui seront dans l'échantillon des 61. Ils seront là incités à coller au plus près. Mais enfin, l'idée, c'est d'essayer de la respecter globalement. Mais si on veut être compatible Europe pour l'échantillon des 61, les 61 le seront parce que c'est quand même quelque chose d'un peu spécifique. Voilà, il y aura ces éléments qui sont un tout petit peu différents. Donc après, voilà, on va avoir l'idée des possibilités de plusieurs éléments microbiologiques, diagnostiques, cliniques, et puis la notion d'infection nosocomiale active, puisque c'est ce qui nous intéresse toujours, donc soit en cours de traitement, soit pas encore guéri, même s'il n'y a pas de traitement. Donc c'est là où on aura besoin parfois de l'avis médical et paramédical d'ailleurs sur la notion de guérison ou pas de cette infection. Mais si elle est traitée, tant que le traitement n'est pas fini, on considère qu'elle est active. Ça, c'est plus simple. Bon, les cas importés ou acquis, ça, je crois que c'est pas très problématique. Donc, le concept d'importation, c'est qu'on estime que l'infection a été acquise dans une autre structure, que le patient a été transféré déjà infecté ou en incubation de son infection, et elle se révèle dans l'endroit où on est. C'est pas toujours aussi simple. Enfin, globalement, vous arrivez à faire la différence. Donc, voilà, si on l'avait déjà et que le patient est transféré à notre établissement, c'est simple. Sinon, il peut y avoir ces notions de délai telles qu'on les a envisagées qui peuvent être proposées. Donc, à qui l'attribuer? Donc, ça sera en fonction du parcours. Donc, en général, les parcours ne sont pas aussi multiples que ça. C'est souvent quand même le dernier transfert, mais si c'est du chirurgical, ce sera souvent l'établissement de l'intervention chirurgicale, par exemple. Donc là, il y a des différents codes pour classifier l'origine de l'importation. Et acquise, évidemment, c'est dans le service où le patient est hospitalisé.
Alors les questionnaires, il y en a deux, le questionnaire établissement et les questionnaires patients. Donc le questionnaire établissement, vous voyez, c'est celui-là, donc un seul pour votre structure, évidemment. Donc il y a plusieurs sections, donc des données administratives assez classiques, la raison sociale, votre fameuse finesse géographique, juridique, etc., etc. Donc rien de très nouveau. Donc là, c'est l'administrateur local qui aura la saisie de ces éléments-là. Donc, il y a certaines données qui peuvent être qui seront pré-saisies, puisque vous êtes participant identifié sur une base dans certains cas. Si ce n'est pas normalement, ça doit être fait par les bases SPF avec des liens entre les finesses. Il faudra vérifier, ça peut être modifié bien sûr. Et il va y avoir la particularité où si vous avez le regroupement d'un certain nombre de structures, et là vous compléterez la deuxième partie de l'enquête. Donc vous allez expliquer que c'est un groupement d'établissements, vous allez spécifier euh, le groupement d'établissements. Donc ça c'est à vous de faire le choix de la superficie et voilà, ou l'étendue de votre enquête et comment vous voulez saisir les données. Vous pourriez saisir plusieurs finesses géographiques séparées avec des rapports séparés. Vous pouvez choisir de les regrouper en le spécifiant et vous aurez un rapport commun. Par contre, vous n'aurez pas des sous-analyses par finesse, ça sera poolé. Si vous voulez des choses séparées, il faut les saisir séparément. Si vous estimez que les structures nécessitent des rapports d'analyse séparés selon leur finesse géographique. J'ai une question, je vous Oui. coupe, de Madame Roulaplane qui demande: nous avons une masse au sein de notre établissement, devra-t-on l'inclure? Non. A priori, c'est un EMS, alors c'est pas un EHPAD, mais c'est un établissement médico-social. Donc même si c'est pas spécifié, c'est considéré comme un établissement médico-social, donc il n'y a pas de justification à l'inclure. Donc l'autre partie qu'on avait évoquée, voilà, si pour une raison X ou Y vous vouliez exclure des services ou qui ne voulaient pas participer, par exemple, à l'enquête, ce qui est toujours une possibilité, bien, il faudra le spécifier quel est le service qui n'a pas participé, le nombre de lits que ça concernait. Voilà. Donc c'est une des possibilités de l'enquête. Donc pour les ETP, on va être là sur les ETP des équipes d'hygiène et des référents en antibiotiques. Bon, c'est dans l'esprit de la stratégie nationale. Ça nous donnera aussi à nouveau une vision sur cette partie-là de ça en complément des différentes enquêtes qu'il y a pu avoir en ce moment. Mais c'est important au niveau national, si on veut plaider nos ratios, leur maintien, leur contrôle et le fait qu'ils ne baissent pas trop dans le temps et qui même, comme on l'espère, à la SF2H augmente, il faut avoir des éléments de ce type. Donc voilà, vous aurez à vous positionner sur ça, donc sur les ETP réellement en poste dans l'enquête, au moment de l'enquête. Capacité d'accueil, donc vous voyez, il y a à la fois tous les nombres de lits, et puis il y a des petites spécificités sur le nombre de chambres et de chambres individuelles. On sait quand même que la chambre individuelle permet de gérer le risque de façon un peu plus optimum. Donc là, c'est pas un contrôle de votre type de structure, ça permettra des analyses et de voir si quand il y a plus de chambres individuelles, il y a moins de tel ou tel type de micro-organismes, par exemple multirésistants ou autres. Donc c'est un élément de réflexion, alors qui n'est pas aussi simple que ça à pouler sur l'intégralité de la structure quand même, parce que visiblement c'est un chiffre poolé. Donc, mais ça a un intérêt. Quelques données d'activité annuelle qui ont été demandées, donc les admissions, les journées d'hospice, les émoc pour l'aspect bactériémie, pour voir s'il y en a qui évidemment font très peu d'émoc, c'est logique de trouver moins de bactériémie aussi. Test de Clostridium aussi, c'est pareil, ça permet de positionner le niveau de recherche, puisqu'on sait bien qu'une infection sur deux en général n'est pas diagnostiquée, donc c'est intéressant aussi d'avoir cette dimension-là, et la consommation des produits hydroalcooliques, donc j'imagine que c'est du litre,
Je le vois pas, mais il doit y avoir un détail quelque part sur ça, puisque c'est l'unité classique chez nous. Donc le Covid, où on en sera, bon, en mai, il est possible quand même qu'on en ait encore quelques cas. Donc vous donnerez si vous avez des patients hospitalisés, bon, si vous avez des soins critiques et des patients Covid. Donc là, ça sera à vous de fixer un jour donné dans la période d'enquête que vous avez fait, hein, où vous choisissez le jour où vous lancez l'enquête principalement. Enfin, ça c'est à vous de le déterminer. Et après pour le labo, donc c'est justement là, il faudra voir avec votre labo quelle version du CASFM il utilise, puisque c'est avant 2020, c'est toujours le concept qui s'appliquait de l'intermédiaire qui était considéré comme résistant. Et puis après, ça change donc de philosophie, puisque l'intermédiaire devient insensible à forte posologie. Donc, on vous demande si vous avez un programme validé, approuvé de prévention des IS par la direction et la CME, si vous faites un rapport annuel, même si le rapport standardisé n'est plus trop utilisé, mais on espère qu'il le redeviendra, enfin on milite pour en tout cas. Et on vous demande si vous participez à un certain nombre des réseaux de surveillance, en particulier les trois principaux, SPICMI, SPIADI et SPARENS. Et d'autres éventuellement, j'imagine que vous pourrez préciser lesquels. Donc, sur la fiche établissement, Muriel, on a des choses? Oui. Madame Marie, faut-il comptabiliser les patients hospitalisés au motif Covid ou pour une autre cause, mais infectés quand même par le Covid? La règle aujourd'hui, c'est de compter ceux qui ont le Covid. Je pense pas que c'était mis, je reviens, voilà, c'est des gens qui ont le Covid, hein. Après, dans le compte qu'on fait actuellement, même si on sait qu'ils peuvent avoir eu un Covid nosocomial, mais ça apparaîtra dans les, dans les fiches, puisqu'ils seront en infection associée aux soins Covid. Sinon, s'ils ont le Covid et autre chose, même si c'est pas la pathologie Covid qui les entraîne, oui, puisque on peut, si tu l'as vu Rudy, on a la mention asymptomatique. Donc on pourra avoir un Covid asymptomatique, c'est possible. Oui, c'est ce que je vois dans le guide de l'enquêteur. C'est tous les cas de Covid en fait. Ouais. Alors après, oui, ça me fait penser, oui, est-ce que la machine va sommer tous les cas de Covid pour dire, elle calculer elle-même, ou est-ce qu'elle va demander, est-ce qu'il y a un croisement, je ne sais pas. A priori, la fiche établissement est indépendante de la fiche patient. Oui. Donc, il faudra donner un chiffre et puis après, on en verra d'autres apparaître. De toute façon, la notion de Covid ne sera dans les fiches patients associée que le Covid associé aux soins. Donc, c'est que là qu'on Oui. l'aura. Donc, ça sera qu'une petite partie de l'entité Covid. Donc, vous devrez donner votre masse Covid et après, on verra les cas associés aux soins. C'est ça. Pas d'autres questions. Bon, bah super, merci Muriel. Donc, on arrive sur la fiche patient. Donc, là, à remplir pour chaque patient qui soit infecté ou pas. Donc là encore, normalement, vous allez retrouver votre fitness, un code service qui n'est pas obligatoire, la date de l'enquête. Vous aurez à remplir la spécialité. Alors, il y a des gens qui veulent donner un code, vous voyez, vous avez 30 caractères pour pouvoir différencier, parce que bon, vous pouvez avoir plusieurs services qui ont la même spécialité que vous voudriez différencier pour vous, donc ce qui est possible. Donc, vous voyez, 53 codes, il y a de quoi se faire plaisir. Vous les connaissez, donc c'est la spécialité dans laquelle le patient est présent le jour de votre enquête. Donc, vous voyez que les USI et les USC traditionnellement sont rattachés à la spécialité médicale ou chirurgicale qui les caractérise, donc USI de cardiologie, de néonat, etc. Donc, on va les coder de cette manière-là. Donc, après, bon, les caractéristiques du patient, donc ça va être assez conventionnel sur son sexe, son âge. Pour les petits, on va l'exprimer l'âge en mois, et si on est nouveau-né, on aura le poids en grammes aussi.
La chirurgie, alors c'est des notions d'intervention chirurgicale dans l'établissement, donc depuis l'admission, ce fameux score McCabe, l'immunosuppression, la notion de cancer évolutif. Donc là, il faudra remettre l'identité du patient générée par l'application pour être cohérent, pour l'avoir sur votre fiche, c'est ce qu'on évoquait au départ. Donc la spécialité, c'est le code de spécialité, on l'a vu, il n'y a pas de choses spécifiques, la date d'hospice, le sexe, l'âge, le petit a un âge donc en mois, à moins de 2 ans. Et voilà, pour les âges 0, on aura un poids de naissance en grammes. Alors, voilà, McCabe, est-ce qu'on vous dit, voilà, donc vous avez, voilà, dans le guide, je l'avais plus en tête, mais vous avez un exemple de codage du score, donc vous devez avoir quelques pathologies, j'imagine, de référence qui vous orientent vers l'une des 3 catégories, enfin surtout les catégories MC1 et MC2 pour vous donner une idée, mais c'est jamais absolu. Donc le statut immunitaire, là encore, on a une définition de l'immunosuppression, soit par rapport à des maladies à leur évolution, comme la VIH avec son taux de CD4 inférieur à 500, soit sur un niveau de traitement par immunosuppresseur avec des doses, des délais que vous connaissez usuellement et là qui sont plus faciles à respecter et à valider. Donc le cancer évolutif, là encore, vous avez un certain nombre de choses, mais enfin bon là c'est plutôt simple à codifier. Les dispositifs invasifs, là c'est important. Donc on a vu, on a ajouté les midlines, donc présence d'une sonde urinaire ou pas. Donc la sonde urinaire, c'est l'exposition dans les 7 jours, une sonde dans les 7 jours qui ont précédé. L'intubation, c'est intubation dans les 48 heures, il me semble. Et le cathéter, je crois que c'est 48 heures aussi. L'intubation, je suis plus sûr, il faudra vérifier. Et les cathéters, vous voyez, vous avez tous ces différents cathéters possibles, donc avec l'arrivée des midlines dans la liste de nos dispositifs invasifs à risque. Donc là, évidemment, l'aide du correspondant infirmier du service sera précieuse. Donc, dispositif invasif, oui, non, on va avoir peut-être les précisions. Voilà, pour les sondes urinaires, donc c'est bien les 7 jours. Pour celui qui n'aurait pas sa sonde le jour même. Alors, il faut coder non. D'accord. C'est moi qui vous disais quelque chose de faux. S'il a été sondé dans les 7 derniers jours, mais qu'il n'en a pas le jour de l'enquête, on dira qu'il n'a pas de sonde, mais par contre, on pourra attribuer l'infection, si elle existe, au dispositif. Ouais, c'est ça la différence. Donc, on tient compte des dispositifs présents le jour, mais pour l'imputabilité de l'infection éventuelle, on va prendre le délai de 7 jours. On n'a pas le droit de ne pas savoir. Donc, il faut savoir. Donc, pour la ventilation, donc c'est est-ce qu'il l'est ou pas? C'est oui. Pour le cathéter, donc là encore, est-ce qu'il est présent ou pas? Et on va cocher le type de cathéter présent. Donc après les anti-infectieux, donc même si on a supprimé certaines choses, c'est quand même toujours un peu compliqué. Donc, vous voyez, il y a quand même toute une série de questions à remplir sur les anti-infectieux. Donc c'est ce qu'il y a le jour de l'enquête. Alors on ne prend pas les antiviraux, ça va être donc les antibiotiques, les antifongiques essentiellement. Donc on va devoir documenter la voie d'administration, pas mal de choses sur le contexte de prescription. Donc on va les revoir plus en détail. Donc on peut inclure les traitements intermittents, les prophylaxies évidemment c'est important. Donc on n'a pas les antiviraux, on n'a pas non plus les anti-infectieux locaux et les injections intracamérulaires dans l'œil à titre prophylactique. Alors si, parce que c'est une prophylaxie, ça serait à titre curatif qu'on n'aurait pas, c'est plus rare. Donc si on dit oui, il faut qu'on ait au moins un traitement anti-infectieux. Donc vous avez à la fois la possibilité de
DCI ou de la classe ATC, selon ce que vous choisissez et puis surtout le nombre que vous avez. Donc là, vous avez des listes très précises et des thésaurus qui seront déroulants, hein, à la saisie, donc ça sera un peu plus facile. Et donc on peut en inclure jusqu'à 4. S'il y en a beaucoup plus, c'est quand même pas très fréquent. Vous avez ceux qui sont à prioriser parce que plus intéressants, en particulier pour le suivi des résistances, donc qui sont cités là, c'est les bêta-lactamines, vous voyez, phénycéphalocarbapénème, etc., etc. Bon, là encore, on ne vous autorise pas à ne pas répondre, hein, si vous avez dit que vous avez des anti-infectieux. Donc la voie, là, il n'y a pas de souci, toutes les voies sont possibles, et là, on peut même dire qu'elle est inconnue. Bon, la date du début de traitement, ok. C'est la date d'admission, même s'il en avait avant, on commence le jour de l'admission. Quelques règles comme ça à vérifier au fur et à mesure. Le contexte, alors il y a beaucoup de contextes différents, hein. Ça peut être du curatif, du prophylactique de différents types, monodose, une journée, pendant 2 journées, plus de 2 jours, etc., etc. Donc l'infection elle peut être communautaire, acquise, donc associée aux soins en court séjour, ou associée aux soins SSR, SLD et ESMS. Il y a 3 codes différents. Donc ça sera à intégrer au fur et à mesure. Donc le diagnostic curatif, donc le contexte de prescription, c'est ça, c'est communautaire. La ICS, ça doit être le nosocomial en court séjour, et ça, le nosocomial en moyen long séjour ou médico-social. Donc il y a toujours pas mal de codes à intégrer, à connaître, à expliquer au départ. Donc toutes les infections possibles sont regroupées dans des choses classiques. Donc, normalement, on doit pouvoir trouver son champ d'infection assez aisément. Donc voilà les grands regroupements tels qu'ils sont faits et qui serviront à l'analyse. Donc le justificatif s'il existe, donc pourquoi on a prescrit, soit par le diagnostic, soit par la symptomatologie, éventuellement un changement d'antibiotique qui aurait été réalisé pour essayer de comprendre s'il y a eu des escalades thérapeutiques, des changements de voie d'administration, des effets indésirables. Donc, on est assez détaillé sur quand même le suivi des traitements anti-infectieux. Donc il y a toute une série de cas cliniques qu'on ne verra pas, mais que vous pouvez déjà télécharger, mais qui peuvent vous servir. Il y en a pas, 12 ou 13, je ne sais plus, qui sont des exemples de fiches qui peuvent vous servir à former vos enquêteurs, c'est-à-dire c'est des cas cliniques précis où dans une situation, on vous explique comment coder la fiche. Donc ça, si vous avez des enquêteurs peu expérimentés, vous pouvez leur faire cet exemple, ces fiches, les faire remplir avec le guide à la main, évidemment, pour eux, et puis débattre après du remplissage. Donc ça, c'est un outil intéressant donc, qui a été fait par le groupe national, et vous avez 3 diaporamas disponibles que vous pouvez télécharger dès maintenant et qui, au cours du webinaire, comme ça, vous les aurez direct aujourd'hui. Vous les trouverez sinon après sur les différents sites, il doit être sur le site de SPF. Donc après, les sites d'infection, donc le Covid nosocomial apparaît. Donc on a enlevé quelques éléments sur les multirésistants ou les pan-résistants. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va trouver donc le site de l'infection, c'est classique. Présente à l'admission, oui ou non. Donc si une infection nosocomiale était présente dès qu'elle est importée, a priori. Le dispositif invasif concerné, donc on l'a vu pour l'origine, donc on le rappelle, hein, il peut y avoir un cathéter urinaire qui n'est pas présent, mais qui était présent dans les 7 jours précédents, et une infection urinaire pourra être reliée à ce cathéter. Donc les bactériémies, les portes d'entrée, vous allez avoir une liste de bactériémies. Après, les codes de micro-organismes, on peut en avoir 3, et avec les codes de sensibilité. Donc là, on y revient. Hop, au moins une infection le jour de l'enquête. Donc cela vous aurez à donner le site. Donc 62 codes, il y a de quoi faire. On peut mettre que 2 infections nosocomiales par patient, mais c'est déjà pas mal quand on a 2 infections. Donc
est-ce qu'il y a un dispositif? Là, est-ce que pour vous, c'est associé à un dispositif? C'est évidemment à vous de faire cette expertise avec vos correspondants, oui, non. On ne peut pas dire. Et puis après, vous mettrez en face les dispositifs. Donc c'est là, vous voyez, oui, il y avait les 7 jours précédents pour la sonde urinaire. Pour la trachéo et l'intubation d'une pneumopathie, pour faire le lien, il faut qu'elle ait été présente dans les 2 jours précédents. Et pour la voie veineuse, il fallait qu'un cathéter soit là dans les 48 heures précédentes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez classique, l'ablation du cathéter, et pendant 24 à 48 heures, il se produit des infections graves, et là, en signalement, on a encore des décès, parce que les gens ne suivent pas, au-delà de l'ablation du cathéter, le risque infectieux, et ça fait des complications locales, des endocardites, et parfois des décès. C'est pas la problématique ici, mais même si c'est utile de le rappeler peut-être lors de l'enquête, quand vous croisez les équipes, mais là, vous voyez, il faut rattacher un cathéter qui était présent dans les 48 heures avant l'apparition d'infection. Donc, présente ou pas l'admission. L'origine, fameuse origine, donc acquise en court séjour, acquise dans un établissement, acquise dans un autre établissement de court séjour, etc., etc. Donc, une fois qu'on l'a manié un peu, on y arrive. Et puis, bon, voilà, la date des premiers signes. Alors, c'est décroissant. Si on la connaît, c'est le mieux. Si on la connaît pas, on va mettre la date du diagnostic par le médecin. Sinon, la date du traitement. Sinon, la date du premier prélèvement positif. Et puis, sinon, au pif. Allez, c'est la dernière chance quand on ne sait pas du tout. Et la bactériémie, donc là encore, l'origine, il y a toute une série de possibilités, voire indéterminées. Donc là, c'est ce que j'évoquais un peu, c'est cette fameuse grille de codification des infections sur cathéter. Donc vous avez à la fois, en partant sur les MOC, la culture du cathéter, la clinique. Donc là, vous allez pouvoir intégrer ce diaporama, et puis en fonction de ça, pouvoir coder votre infection sur cathéter qui correspond à ces rubriques, qui sont des arbres décisionnels bien fait, et qu'il faut se donner l'habitude de manipuler pour avoir le bon codage, ou le codage le plus fin à la fin. Donc le micro-organisme, donc il peut y avoir des situations où il n'y aura pas de micro-organisme, on peut le coder de 3 manières. Donc on n'a pas eu de culture, donc au moins, mais c'est important de le savoir. L'examen a été stérile, donc on a prélevé, mais on n'a rien trouvé. Peut être lié à un traitement antibiotique commencé plus tôt. Et non identifié, on n'arrive pas à retrouver l'examen. Voilà, donc là, on peut mettre 3 micro-organismes pour une infection nosocomiale. Et donc les aspects de sensibilité, donc on vous l'a rappelé, un intermédiaire n'est plus un résistant significatif, donc on codera quand c'est nécessaire les 3 dimensions SIR, et en fonction de l'année et du type de version du CASFM qui est utilisé, ça pourra être rapatrié. Alors, si vraiment vous étiez en avance, c'est que vous avez votre I peut être remplacé par des sensibilités à forte dose, par exemple, ça serait un I quand même. Mais normalement, la notion de I reste dans. Puis l'info, vous auriez dû l'avoir dans la mise en place au niveau de votre structure. Puis si en cas de doute, vous voyez votre microbiologiste qui vous expliquera où il en est de sa version et de sa signification. Donc voilà les micro-organismes et les antibiotiques et le niveau de résistance qui nous intéressent. Oui, c'est la liste. C'est pour cela qu'il faut aller voir. Donc, si c'est le staph, on mettra la résistance à l'oxa, sensible, intermédiaire, résistant ou inconnu, au glycopeptide, même chose, etc. Si on a une entérobactérie, on demandera si elle est BLSE ou pas, puisque là, on va pas mettre tous les antibiotiques. Donc, ça sera non BLSE, BLSE ou inconnu, par exemple. Si on a une entérobactérie, la notion de carbapénémase, non, oui ou inconnu, etc. etc. Il y a quelques niveaux de résistance à proposer à chaque fois. J'imagine que l'appli saura vous guider de façon intelligente vers ce qui est attendu. Mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous le garantir à 100%, mais j'y crois. Donc, le fameux concept de diagnostic différé qui nécessite d'avoir des éléments. Donc, j'imagine que si on met oui, après, l'idée c'est quand même d'y revenir, de ne pas valider la fiche tout de suite et d'y revenir pour avoir l'info, parce que ça arrive de devoir revenir rechercher le résultat d'un examen complémentaire après l'enquête. On essaie que ce soit le moins possible. Donc, voilà les éléments
complémentaires qui restent, donc tous ces éléments qui sont disponibles et qui viendront compléter après les résultats quand on aura fait l'enquête, participé, avec évidemment toujours des communications nationales autour de l'évolution et de l'état des lieux de notre gestion du risque infectieux. Donc c'est une enquête importante et des résultats qui ont un rôle aussi dans la vision des décideurs multiples sur quelle importance du risque infectieux, quels moyens à mettre, etc., etc. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter avec Muriel aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou d'autres. Alors, Madame Espinet nous dit, il me semble avoir lu dans la méthodo que le portage à 7 jours de SV n'était à noter oui. Donc, on revient en arrière. Le portage, qu'est-ce qu'on appelle le portage de SV? SV. C'est quoi le SV comme ça pour moi? Sondage, ça doit être sondage, Ah, je le pense. sondage, oui, d'accord. SV. Ah oui, sur Sonde vésicale. si Ah, elle je est. parlais de la sonde vésicale. Sonde Oh, vésicale. ben alors, il est noté oui si. Alors sauf si dans l'enquête c'est puisque là tel qu'il nous l'a proposé là, c'est de dire non si elle n'est pas présente le jour J, même si elle était la veille là, mais si on a une infection urinaire, d'attribuer l'infection à la sonde si la sonde était là la veille et qu'on pense que c'est en lien. Mais a priori, si la sonde n'est pas présente le jour J, on ne la met pas. Le patient n'est pas considéré comme sondé. Alors ça, c'est dans la diaporama. Alors est-ce qu'il y aurait une incohérence et est-ce que dans la méthodo, ça serait différent? Ça, Non, 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 c'est pareil. c'est C'est pareil. bon. Oui, Donc si c'est on n'est bon. pas incohérent, ça va. Non, Ça peut ça nous va, ça va. arriver, hein. On est bon, on est bon. C'est pas On est bon. impossible, hein. Donc on est bon sur On ça. est Est-ce bon. qu'on a d'autres questions? On peut parler aussi si vous voulez demander la parole, c'est possible. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Parce qu'on a encore des participants présents. C'est ça aussi, il y a 65. Donc vous avez de quoi encore poser des questions si vous voulez. Donc évidemment, vous êtes très habitué. Alors téléchargez bien les documents pendant que le webinaire est ouvert, comme ça vous les aurez déjà. Et c'est surtout les QCM, on n'a pas voulu faire tous les cas cliniques, c'est un peu fastidieux, hein, mais c'est surtout fait pas pour vous tester vous, c'est fait pour, vous pouvez le faire, chacun peut se tester, hein, mais c'est pour vos enquêteurs aussi. Après, pour les former, c'est quand même, c'est un peu le but de l'objectif de ces cas cliniques. Donc après, voilà, il y a quelques nouveautés, mais enfin, c'est pas révolutionnaire. Simplement, voilà, l'idée, c'est même s'il y a une base de tirage au sort et que cela, on souhaiterait vraiment qu'ils participent tous s'ils peuvent le faire, qu'il y ait la plus grande large participation possible, parce qu'on a quand même plaidé, c'est notre philosophie CEPIAS, nous, pour que les gens qui avaient saisi des données ne soient pas des exclus et que leurs données servent parce qu'elles sont utiles. Et donc, justement, si cette enquête permet de montrer que finalement, sur une base du volontariat qui est très large, on est très robuste et que finalement on est aussi bon que l'échantillon, ça permettra, je pense, dans le futur d'avoir un accès beaucoup plus ouvert à tout le monde et pas de poser ces questions d'échantillons ou de gens qui font l'enquête mais qui finalement ne sont pas valorisés au niveau national, ce qui est même, bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est quand même dommage. Et puis, pour avoir certaines finesses d'analyse, plus on a de données, mieux c'est. Moins sur un échantillon, on peut faire certaines choses, mais pas tout, quand il faudra associer certaines variables. Donc voilà, l'idée c'est que cette dynamique fonctionne, même si la période reste un peu compliquée et qu'on sort d'une période très compliquée. C'est, je pense, intéressant de participer à ce projet national, avec ces différentes phases que vous avez vues, donc de saisie jusqu'à la fin juin, plutôt de recueil jusqu'à la fin juin, de saisie jusqu'à la fin septembre et de fin de validation en fin d'année. Donc il faut penser à valider ces fiches au fur et à mesure. Puis bon, quand l'appli sera là fin mai, Muriel vous dira tout si vous avez des questions existentielles sur l'appli. Madame Roux-Laplagne demande si cette synthèse sera disponible et où. Alors la synthèse des données, des résultats? Je ne sais pas. Cette synthèse sera-t-elle disponible et où?
La synthèse, alors ce qu'on a présenté là, vous l'avez déjà, les diaporamas que vous pouvez télécharger hein, dans les documents qui sont téléchargeables dans ce webinaire. Après, on le remettra, je ne sais plus si le diaporama il est sur notre site, sinon on le remettra sur le site du CEPIAS. Oui, c'est la présentation. Ouais, c'est la présentation. Donc celle-là, vous pouvez la télécharger. Vous avez normalement un onglet documents et vous pouvez les télécharger directement. C'est ENP 2022 formation générale PPTX. Donc vous pouvez le télécharger direct avec les autres corrigés et cas cliniques. Mais sinon, on le remettra quand même sur les 4. On va les mettre sur le site à la rubrique prévalence pour ceux qui ne les auront pas téléchargés et qui voudront y revenir. Ensuite, Madame Borélis, la présentation était bien claire et donc pas de questions, merci. Ah, c'est gentil. C'est bien d'avoir des amis dans la région. Anne-Marie Rogue demande la définition du Covid nosoc. Elle existe. Est-ce qu'ils l'ont mise précisément? Oui, il y a toute une série de délais. Alors, je ne les ai plus en tête hein, aussi précisément. Alors c'est vaste hein, parce qu'en fait, ça va du plus de 7 jours. En fait, il y a 3 catégories. En l'ayant lu, j'avais l'impression que tout pouvait rentrer à l'appréciation du praticien en hygiène hein, ou de l'équipe d'hygiène. Il y avait une notion de 7 jours d'abord, mais il y avait des délais plus courts. Je ne sais pas si Muriel le retrouve Je dans, cherche. je vous la montre un petit peu pour Anne-Marie. Donc, c'est expliqué, mais je suis pas sûr qu'avec l'explication, on se passera de l'arbitrage, je pense, sur la nature de la transmission. Ça, je crois que là, il n'y a pas une définition absolue, même s'il y a des critères de délai, mais de tête, il me semble qu'ils sont multiples et qu'ils sont pas aussi exclusifs, même si le premier, c'est 7 jours, il me semble. Mais Anne-Marie dit définition européenne donc. si tu le dis, Anne-Marie, je te crois. je te fais confiance. Pas de questions supplémentaires. Bon, bah écoutez, on est en avance, mais l'objectif n'était pas de durer pour durer spécialement. Donc, il nous reste à vous remercier d'être venus nombreux participer à cet échange. Donc, tous les documents que vous n'avez pas téléchargés, on les met en complément sur le site. Et puis, au fur et à mesure, donc si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Muriel ou à moi. Et puis, tous les deux, on essaiera de trouver des réponses au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, vous aurez l'information sur l'outil, vous aurez les infos SPF pour vous y connecter. Et si vous ne les avez pas, vous revenez vers nous. On vous expliquera comment procéder pour pouvoir ouvrir vos comptes et saisir vos fiches. Bon, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis le webinaire, on le mettra, si vous avez des collègues qui veulent le voir, en replay très rapidement sur le site via la chaîne YouTube. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous.